2002, Alain Chabat est l'homme qui a créé l'or avec Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre et ses 14 millions d'entrées. 2 ans plus tard, il présente un film préhistorique avec un budget pharaonique de 17 millions d'euros, 25 avec l'inflation, qui va se transformer en l'un des flops les plus retentissants du cinéma français. Le projet semblait pourtant prometteur. Une collaboration entre Chabat et la troupe montante des Robins des Bois, un concept original mêlant comédie absurde et enquête policière préhistorique et des moyens considérables. Pourtant, le film ne récoltera que 1,7 million d'entrées et sera accueilli par une critique unanimement négative. Dans cette vidéo, nous allons disséquer ce naufrage cinématographique et comprendre comment un réalisateur au sommet de sa gloire et une troupe comique en pleine ascension ont pu voir leur carrière brutalement freinée par un seul film. Du contexte de production aux conséquences à long terme, en passant par les raisons de cet échec et sa surprenante réhabilitation actuelle, plongeons dans les profondeurs de ce fossile singulier de la comédie française. Pour comprendre l'ampleur de l'échec de il faut d'abord revenir sur le contexte extraordinairement favorable dans lequel ce film a été conçu. Au début des années 2000, nous assistons à la rencontre prometteuse de 2 forces majeures de l'humour français. D'un côté, Alain Chabat, ex-membre des Nuls, vient de réaliser l'un des plus grands cartons du cinéma français avec Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ces 14 millions de spectateurs ont pulvérisé des records et le film est déjà considéré comme un classique instantané. Après avoir également réussi son premier film Didier en 1997, Chabat jouit alors d'un prestige immense et d'une liberté créative quasi totale dans l'industrie. De l'autre côté, les Robins des Bois, troupe formée au cours Florent, composée de Marina Foïs, Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Pierre-François Martin Laval, Élisa Nicole et Pascal Vincent. Après avoir conquis Canal+, avec leur humour décalé dans Nulle part ailleurs, entre 97 et 99, ils s'imposent comme les nouveaux princes de l'absurde en France. À cette époque, ils sont perçus comme les héritiers spirituels des Nuls, une nouvelle génération d'humoristes prête à conquérir le grand écran. La rencontre de ces 2 univers semblait parfaite. Même sensibilité pour l'absurde, même référence à la culture pop, même goût pour le décalage. Le projet du film naît de cette fusion prometteuse avec un scénario coécrit par Chabat et 4 membres des Robins des Bois. Le film connaît une trentaine de versions successives de scénarios, témoignant d'un long travail d'écriture et d'adaptation. L'ambition est claire, créer une comédie préhistorique totalement inédite, mêlant enquête policière et humour absurde. Le concept est alléchant. Le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, opposant 2 tribus rivales. L'une possédant le secret du shampoing, l'autre le convoitant désespérément. Un terrain de jeu idéal pour ces humoristes admirateurs des Monty Python. Le contexte économique aussi est exceptionnel. Fort du succès d'Astérix, Chabat obtient un budget pharaonique pour l'époque, 17 millions d'euros, soit 25 millions aujourd'hui avec l'inflation. Une somme colossale pour une comédie française. Les producteurs, principalement Canal+ et Studio Canal, misent gros sur cette association d'étoiles montantes et confirmée. Le tournage se déroule entre l'été et l'automne 2003, principalement dans le sud de la France, notamment dans la région de Montpellier et au parc naturel du Cidobre dans le Tarn. Ce tournage en extérieur n'est pas sans difficulté. Conditions météorologiques changeantes, protection des décors contre les intempéries et coordination complexe des nombreux figurants et effets spéciaux. L'équipe doit également faire face à des défis techniques importants. Les acteurs passent plusieurs heures quotidiennes au maquillage pour obtenir leur aspect préhistorique. Les costumes en peau de bête sont lourds et inconfortables, surtout sous la chaleur estivale. Certains effets spéciaux, comme le dinosaure du film, posent problème et aboutissent à des solutions bricolées en dernière minute, source de frustration pour l'équipe créative. Malgré ces difficultés, l'ambiance sur le plateau reste globalement bonne, marquée par l'esprit de troupe et l'improvisation. De nombreuses scènes sont adaptées sur le moment, apportant fraîcheur mais rallongeant parfois le temps de tournage.
Le film bénéficie ensuite d'une distribution massive dans environ 700 salles françaises. La campagne publicitaire est omniprésente, avec des affiches, des bandes annonces diffusées dans les cinémas, à la télévision et à la radio, ainsi que des partenariats médiatiques avec TF1 et Canal+. Les attentes sont immenses. Les producteurs espèrent au minimum 2 millions d'entrées pour amortir le film, certains misant sur un potentiel bien supérieur. Si personne n'imagine égaler les 14 millions d'entrées d'Astérix, le film est clairement positionné comme l'événement comique majeur du début d'année 2004. Comment expliquer qu'un film réunissant tant de talents avec un budget confortable et un concept original ait pu si spectaculairement manquer sa cible ? L'analyse de cet échec révèle plusieurs facteurs qui, combinés, ont transformé ce qui devait être un triomphe en désastre commercial et critique. Paradoxalement, le budget colossal semble avoir été le premier facteur de l'échec. Alain Chabat lui-même l'a reconnu après coup. Au départ, on voulait faire un truc léger côté logistique, avec des pots de bêtes en plastoc et des décors en carton. Et puis je suis retombé dans mes excès, j'ai voulu de jolis pots de bêtes, tournés dans des décors naturels, etc. Et on a commencé à rendre sophistiqué un film qui aurait dû être amateur dans son look, perdant en route un peu de l'énergie et de ce qui fait l'humour des Robins des Bois. Cette sophistication excessive a créé un décalage entre le style d'humour et sa mise en scène. En voulant créer un univers préhistorique visuellement crédible et imposant, le film a dilué l'efficacité de ses gags. Le dinosaure du film en est l'exemple parfait. Malgré des semaines de travail et un budget conséquent, Chabat admet qu'il a vraiment été foiré. L'humour lui-même s'est avéré trop décalé pour le grand public. Si les sketchs des Robins des Bois fonctionnaient parfaitement dans le format court télévisuel de quelques minutes, leur transposition en long métrage a révélé les limites de cet humour répétitif et absurde. Des gags comme Très bien, on va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de Pierre. Pierre. Présent. Pierre. Présent. Pierre. Présente. Pierre. Présente. ou les multiples variations autour de Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. peuvent paraître hilarants pour les aficionados, mais ont désorienté un public plus large. Lors des avant-premières, personne ne riait. Le film souffrait d'un problème fondamental. Trop absurde pour le public mainstream attiré par le nom de Chabat, mais trop formaté pour satisfaire pleinement les amateurs d'humour décalé qui attendaient quelque chose de plus radical. La structure scénaristique a posé également problème. Malgré ses 30 versions successives, le scénario reste une succession de sketchs plus qu'une narration cohérente. L'intrigue policière, qui aurait pu servir de fil conducteur solide, se perd dans les digressions absurdes. Les critiques ont unanimement pointé ses longueurs et ce rythme languissant. La campagne marketing a également joué un rôle dans cet échec. Positionnant le film comme une comédie familiale dans la lignée d'Astérix, elle a créé des attentes que le film ne pouvait satisfaire. Les bandes annonces mettaient en avant les éléments les plus accessibles du film, dissimulant son caractère expérimental et absurde, ce qui a aggravé la déception du grand public. Le timing de sortie a constitué un dernier facteur aggravant. Sorti fin janvier 2004, s'est retrouvé en concurrence directe avec les 11 commandements de Michael Youn, autre comédie décalée mais plus accessible qui a attiré plus de 2 millions de spectateurs. Cette concurrence frontale pour un public similaire a divisé l'audience potentielle. Toutes ces raisons expliquent pourquoi, malgré un démarrage correct avec 931 000 entrées, la première semaine, la fréquentation s'est rapidement effondrée, victime d'un bouche à oreille désastreux. Le résultat final de 1,7 million d'entrées, bien qu'honorable dans l'absolu, représente un échec cuisant par rapport à l'investissement et aux attentes. L'échec de aurait pu n'être qu'une simple déception commerciale parmi d'autres dans l'histoire du cinéma français. Mais son impact s'est révélé bien plus dévastateur, laissant des cicatrices profondes chez ses créateurs. C'est d'abord la critique qui frappe avec une violence rare. Le Parisien, en titrant simplement nul à sa une, donne le ton d'un lynchage médiatique quasi unanime. Télérama juge le film ni fait ni à faire. Les Inrecuptibles tensent un film même pas drôle. Pour les Robins des Bois, l'échec est particulièrement traumatisant. Pierre-François Martin Laval témoigne sans détour. Tout le monde disait que c'était nul. C'est une claque énorme parce qu'on a mis tellement de passion et de rire et tellement de travail. On a écrit plus de 2 ans le scénario, dont 10 ou 12 mois avec Alain Chabat. On était très tristes. Ça nous a un peu brisé aussi. Ouais.
Je sais même pas si ça nous a pas séparés, quoi. Ah ouais. Et puis moi, je veux pas dire plus que les autres, mais c'est vrai que je me suis retrouvé sans travail. Alors là, c'était une petite traversée du désert pendant presque 2 ans, quoi. J'ai appelé mon agent, je disais, mais j'avais un des premiers rôles. Comment ça se fait que Jean-Paul, Marina continuent de bosser après ce qui s'est passé? Moi, non. J'avais l'impression d'être de nouveau reparti à zéro, quoi. 2 ans, comment on traverse ça? Je me demandais, par exemple, si je pouvais changer de métier. Et puis, mon meilleur ami de l'époque, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux chercher un autre métier? Tu sais rien faire, quoi. » Donc, en fait, il m'a remis à la gueule l'élève que j'étais. Tu sais rien faire. Mais quelque part, ça veut dire donc continue de faire ce que tu sais faire, quoi. Pour Alain Chabat, l'impact est tout aussi considérable. Lui qui jouissait d'un pouvoir presque absolu dans l'industrie après Mission Cléopâtre, voit sa crédibilité sérieusement entamée. En fait, j'en ai souffert après, je m'en suis pas rendu compte, mais sur le coup, finalement j'ai pris le truc en me disant c'est pas voilà, et en essayant de protéger les Robins. Voilà, j'étais le réal, j'étais en première ligne, tu vois, enfin puis. Et pourtant, c'était plus l'humour des Robins des Bois que celui des Nuls qu'on voyait sur l'écran. Ouais, bien sûr, c'est l'humour des Robins, et puis voilà, moi on avait quand même écrit des petits bouts ensemble et tout ça, donc. Donc ouais, j'ai pris dans la gueule en fait plus tard. Après, ça m'a un peu tendu, quoi. Vous n'avez d'ailleurs plus réalisé de film depuis? Plus jamais. Non. Merci Le Parisien. Parce que Le Parisien vivait avec ça maintenant. Avait fait sur sa une, avait dit. Et si je n'ai plus réalisé de film, c'est à cause du Parisien. Non, mais vous n'avez pas l'air sérieux quand vous le dites. Mais en même temps, vous n'avez plus réalisé de film depuis, donc je me demande dans quelle mesure vous vous êtes pas senti incapable. Ouais, non, mais exactement. Non, mais tout à fait. Mais comme d'habitude, t'apprends. Enfin, d'un succès, je sais pas exactement ce qu'on peut apprendre d'un succès, parce que tu es un peu choqué. Tu dis mais comment ça se fait que ça marche autant? En fait, j'ai pas fait mieux qu'avant. Enfin, toi, dans ta tête, puisque moi, à chaque fois, je suis à fond dans ce que je fais. Je suis au maximum de mon incompétence. Je peux pas donner plus que ce que je donne. Donc, je finis un film, j'ai l'impression d'avoir tout donné. Donc après, on te dit « Ah ouais, c'était super ». Donc tu dis « Ah cool, ça va, c'est bien. » Parce que Et t'as donné exactement la même chose à fond. On te dit « Mais vraiment, c'est pourri ton truc. » Et je dis « Ah ouais, bon, alors je pensais que c'était bien pourtant. » Donc d'un succès. Et donc après, j'ai l'impression que je sais pas exactement ce que j'ai appris. Je crois que j'ai rien appris en fait. Ça m'a juste choqué, ouais, effectivement. Il faudra attendre 8 longues années avant qu'il ne réalise un nouveau film. Entre-temps, il se recentre prudemment sur des rôles d'acteurs, laissant en jachère son talent de réalisateur. Quand il revient enfin derrière la caméra, c'est avec des projets plus consensuels comme Sur la route du Marsupilami en 2012, puis Santa et compagnie en 2017, des comédies familiales bien loin de l'expérimentation radicale de 20 ans après sa sortie catastrophique, connaît une étonnante seconde vie. Ce film, jadis conspué par la critique et boudé par le public, est aujourd'hui considéré comme un objet culte par toute une génération de spectateurs. Comment expliquer cette surprenante réhabilitation? L'avènement des plateformes de streaming a joué un rôle crucial dans cette renaissance. Disponible sur Disney+, Prime Video, Canal+, et d'autres services, le film a pu toucher un nouveau public, loin du vacarme médiatique de sa sortie. Les répliques du film, considérées comme trop absurdes à l'époque, sont désormais régulièrement citées, partagées sur les réseaux sociaux et même détournées dans la culture populaire. Cette circulation des répliques témoigne d'une appropriation affective du film par un public fidèle. Mais c'est comme Re, si tu prends, voilà, Re quand c'est sorti, on s'est pris un coup de bâton sur la tête, Alain surtout, parce qu'il sortait d'Astérix, donc il fallait lui faire payer. Et puis c'était il y a 20 ans, et maintenant c'est culte. Bah ouais. Voilà, il y a plein de mots, moi j'ai des mots qui me sortent des répliques, bon, il va faire tout noir ta gueule, par exemple, tu vois, il y a même des gens dans la rue qui le font, et moi ça me fait... Mais tu sais que nous on le fait, avec Maurice des fois il le fait, il est en bagnole, il gueule, il va faire tout noir, et il y a toujours quelqu'un qui y répond. C'est vrai? Ouais, ça je peux te dire, t'en as toujours un qui va dire un ta gueule. Dans l'histoire du cinéma français, le film occupe désormais une place particulière. Il symbolise à la fois les excès et les audaces de l'humour absurde à la française, mais aussi les dangers d'un système de production parfois déconnecté des intentions créatives originales. Son parcours chaotique, de l'échec retentissant au statut culte, en fait un objet d'étude fascinant sur la façon dont les œuvres évoluent dans l'imaginaire collectif.
L'héritage du film se mesure aussi à son influence discrète mais réelle sur le cinéma comique ultérieur. Si R a pu servir de repoussoir en son temps, il a aussi ouvert des pistes sur la façon d'aborder l'absurde, de jouer avec les codes et de fusionner les genres. Des réalisateurs comme Quentin Dupieux, maître de l'absurde contemporain, mais travaillant avec des budgets plus modestes, semblent avoir tiré les leçons de cette expérience. 20 ans après, le film n'est plus ce navet unanimement décrié, mais un objet culturel complexe, porteur d'une histoire à la fois artistique et industrielle, dont l'écho continue de résonner dans la comédie française contemporaine. Paradoxalement, ce film qui a failli briser des carrières s'est transformé en référence culte, aimé précisément pour les qualités qui avaient causé sa perte. Son humour décalé, son absurdité radicale et ses dialogues improbables. Une preuve que parfois, le temps est le meilleur juge des œuvres incomprises et que derrière chaque échec commercial peut se cacher un futur classique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. On se dit à très vite pour une prochaine. Salut!